Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat pour la séance des questions d'actualité au gouvernement. Alors parmi les thèmes qui vont être abordés cet après-midi par les sénateurs dans l'hémicycle ici, il y aura une question sur le sommet social qui s'est ouvert ce matin à Paris avec notamment le discours du président de la République que vous avez pu suivre sur notre antenne ce matin. Une question également sur l'exception culturelle et les négociations entre les États-Unis et l'Union européenne. Une question d'Yvon Collin sur les inondations dans le sud-ouest de la France. Et puis parmi les questions également, la vôtre, Gérard César, bonjour, merci d'être avec nous. Vous allez interpeller le gouvernement sur le boycott chinois sur le vin. Alors Gérard César, il faut préciser que vous êtes de la Gironde, que vous êtes également viticulteur, que vous présidez ici au Sénat le groupe Vignes et Vins, et c'est vrai que vous êtes très inquiet des mesures de rétorsion prises par la Chine à la suite des mesures prises par l'Union européenne contre le dumping chinois sur les panneaux solaires. Est-ce que vous estimez que ces rétorsions vont toucher directement nos exportations de vin? Est-ce que déjà des effets se font sentir? Oui, exactement. J'ai la preuve formelle que des importateurs chinois ont stoppé la venue des conteneurs français de vin de Bordeaux. Mais ça va être vrai pour d'autres régions françaises. Et c'est dommage parce que la filière souffre actuellement et nous comptons justement sur la Commission européenne. C'est la question que j'ai posée d'ailleurs au ministre de l'agroalimentaire tout à l'heure par rapport justement à la taxation justement de ces panneaux solaires par la Commission européenne et qui a l'incidence par rapport au vin de Bordeaux en particulier, surtout au moment où nous sommes à Vinexpo. Mais la France est solidaire de cette décision de Bruxelles de contrer le dumping chinois sur les panneaux solaires. Oui, la France est solidaire. Mais les Allemands aussi sont solidaires. Mais il faut que les 27 pays le soient. Mais pour autant, il faut négocier et négocier rapidement. Il ne faut pas qu'on attende les mesures anti-dumping que la Chine propose ou la Commission pour pouvoir justement aborder tous ces points. Donc il y a un problème d'urgence et c'est pour ça que je pose la question cet après-midi au ministre de l'Agroalimentaire. Vous dites qu'il y a des conteneurs qui sont déjà bloqués. Oui, bon, c'est en ce moment, hein, ça fait partie, je dirais, des négociations. C'est pour faire pression, c'est pour faire peur. Hein. Oui, mais pour les viticulteurs, c'est dommageable. Parce que si en parallèle, et c'est le cas, les Chiliens sont en train d'abaisser leurs droits de douane, ça veut dire que d'autres pays de l'hémisphère sud en particulier mettront en pratique un certain nombre de règles qui aujourd'hui sont défavorables pour eux. Mais qui aujourd'hui peuvent les favoriser par rapport justement à la proposition de la Commission européenne. Vous étiez, j'imagine, ces derniers jours à Vinexpo, la grande messe autour du vin qui se tient à Bordeaux et où viennent des acheteurs du monde entier. Est-ce que vous avez quand même senti sur place que les acheteurs chinois étaient moins présents ou moins intéressés? Ils sont toujours présents, très intéressés, mais aujourd'hui, il y a, je vous disais à l'instant, la preuve que certains importateurs commencent à boycotter, parce qu'il faut savoir qu'un conteneur qui part de France met 1 mois pour arriver en Chine. Et l'importateur a peur qu'entre-temps, les droits de douane augmentent, ce qui les pénaliserait donc à l'arrivée. Donc par précaution, aujourd'hui, ils stoppent les importations. Donc tout est gelé? C'est gelé, pas en partie, mais... Donc nos inquiétudes sont très vives. Est-ce que vous ne pensez pas, vous parliez du vin chilien par exemple à l'instant, que le danger pour le vin français, la concurrence ne vient pas surtout justement de ces vins étrangers qui ont de plus en plus le vent en poupe et qui ont fait beaucoup de progrès, il faut bien le reconnaître? Oui, il y a une concurrence forte, mais les vins français et européens sont de qualité. Et je trouve qu'aujourd'hui, par rapport au marché, nos vins ont toute leur place et dans chaque foyer en particulier. Dernière question, Gérard César. On a évoqué ici au Sénat, et notamment M. Daudigny, qui est le rapporteur du budget de la sécurité sociale ici au Sénat, l'idée d'une taxe sur le vin. Est-ce que cette idée est toujours dans l'air ou est-ce que vous pensez que le gouvernement l'a enterrée et Je voudrais dire au nom de mes collègues du groupe Vignes et Vins qui recouvrent toutes les tendances politiques du Sénat que nous sommes unanimement contre justement cette taxation. Et aujourd'hui, la viticulture, la filière n'a pas besoin de taxes supplémentaires car elle souffre. La consommation de vin a diminué et on sait bien que les accidents de la route malheureux ont pour origine d'autres sources que le vin.
Merci beaucoup Gérard César. Merci. Je vais vous laisser rejoindre l'hémicycle du Sénat. On va effectivement pouvoir suivre en direct tout à l'heure sur notre antenne votre question. C'est Guillaume Garot, le ministre chargé de l'agroalimentaire, qui y répondra. Geneviève Fioraso, la ministre chargée de l'enseignement supérieur au gouvernement, s'installe à votre place alors que le Sénat examine en ce moment même le projet de loi sur l'enseignement supérieur. Bonjour Madame la ministre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, dans le Figaro, on pouvait lire cette enquête aujourd'hui. Un quart des diplômés des écoles de commerce débuteront leur vie active à l'étranger. Est-ce qu'il y a péril en la demeure? Tant mieux, ça veut dire qu'ils auront un parcours à l'international, qu'ils seront mieux armés ensuite pour exporter nos produits, nos services qui auront monté en gamme grâce au projet de loi notamment sur l'enseignement supérieur et la recherche, grâce à l'action globale du gouvernement. Et tant mieux, à condition qu'ils reviennent travailler en France un jour. C'est ce que j'allais vous dire, mais il est assez normal qu'en début de carrière, quand ils ont moins de charges familiales finalement, qu'ils utilisent cette période de leur vie où ils sont encore assez mobiles, assez disponibles, pour aller acquérir une expérience à l'étranger. Donc moi, ça ne m'inquiète pas plus que cela, d'autant que bon, on en fait des articles. D'un bon cursus aujourd'hui. Bien sûr, tous les prix Nobel, bon, tout le monde ne sera pas prix Nobel, mais tous les prix Nobel ont un parcours à l'international, ont effectué des séjours à l'international et ils sont revenus. Ce qu'il faut, c'est qu'on continue à les faire revenir, c'est-à-dire qu'on soit suffisamment attractif, optimiste, joyeux, confiant dans l'avenir pour les faire revenir. Oui, parce qu'il peut y avoir une double lecture de cette enquête. On peut aussi y voir un contexte, une morosité ambiante. Le fait que le gouvernement n'a peut-être pas toujours aussi donné le sentiment de soutenir l'esprit d'entreprise ces derniers mois. On peut avoir aussi cette double lecture de cette enquête. Alors là, vous n'avez pas vu ma loi, vous n'avez pas regardé les... On va y venir, Vous n'avez pas regardé les décisions et les orientations du Premier ministre, du Président de la République. Il y a eu les assises de l'entrepreneuriat. Dans ma loi, il y a tout un dispositif pour, au contraire, développer l'esprit d'entreprise à l'université, développer le travail en équipe. Donc ce que je voulais dire, c'est que le delta, en réalité, quand on regarde, par exemple, dans les écoles d'ingénieurs, le delta par rapport aux années, aux 10 années qui ont précédé, il est de 2 à 3%. Alors quand on semble découvrir un sujet qui est en fait un sujet assez banal et normal. Oui, disons, on peut dire qu'on parle déjà depuis plusieurs années, effectivement, d'une sorte de fuite des cerveaux en France. Non, il y a une mondialisation de la connaissance, une mondialisation de l'économie. Ça fait partie de la mondialisation. C'est une bonne chose. Moi, j'ai vu à Washington, par exemple, une quarantaine de postdocs, c'est-à-dire après le doctorat, qui sont allés acquérir une expérience aux États-Unis. Et puis, ils avaient un peu vieilli, ils avaient envie de fonder une famille. Tous voulaient revenir en France, tous, parce que le système de protection sociale, l'environnement familial, un service de petite enfance efficace, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Donc finalement, il y a un moment où ils reviennent, et c'est très bien, ils reviennent mieux armés. Mais aucun n'était encore revenu. Si, ils étaient tous, ils avaient tous demandé, ils avaient postulé, ils allaient passer les concours, ils allaient, moi je les encourageais à aller aussi dans le privé, il faut aller dans le public et dans le privé, on a besoin de chercheurs dans le privé, c'est la partie faible, notre recherche, c'est le secteur privé. Et quand on voit cette polémique autour de votre projet de loi sur les cours enseignés en anglais dans certaines universités, est-ce que vous dites que c'est... Je sais que vous voulez plus en parler, mais du coup ça me fait penser à ça. Est-ce que vous dites que cette polémique est totalement has-been, justement à l'heure de cette mondialisation et du fait que tout circule? Je ne stigmatiserai personne parce que j'ai envie que nous convergions. Donc je m'aperçois qu'en ayant mis des conditions que je pensais mettre dans des décrets d'application ou dans des circulaires et que j'en monte au niveau de la loi, comme l'accompagnement avec des cours en français, comme le fait d'avoir toujours un petit peu de cours en français pour acculturer les étudiants étrangers au français, de tenir compte de cette connaissance du français, même partielle, dans l'attribution du diplôme. En accompagnant cette mesure, eh bien, nous sommes arrivés à une convergence. Je dois dire que ce qui me paraissait surtout injuste, c'est que 600 écoles, 600 formations aient pu être dispensées complètement en anglais dans les écoles, sans que personne ne trouve rien à redire depuis 15 ans. Mais c'est vrai que plus de 50% des jeunes concernés étaient issus de familles de cadres ou de familles plutôt aisées. Mais quand on dit à l'université où il n'y en avait que 190, alors qu'elles accueillent 55% des étudiants, quand on dit ça doit être permis aussi sous condition à l'université, pour tout le monde, pour des jeunes qui a priori ont moins les codes internationaux, ont moins eu l'occasion de rencontrer, de se confronter à des cultures différentes, eh bien l'interdire à ces jeunes, je trouve que c'était une injustice sociale en plus. Donc il faut le faire en l'encadrant, ça restera marginal, ça nous permettra d'accueillir les étudiants coréens, indiens, brésiliens, qui sont tout de même les marchés qui nous permettront d'améliorer la balance de notre commerce extérieur. Bon, on a pu voir que la polémique était un peu retombée puisque la discussion a été beaucoup moins vive ce matin au Sénat autour de ces cours en anglais qu'elle ne l'avait été à l'Assemblée nationale. On a fait preuve de pédagogie et de répétition, donc petit à petit ça a fini par pénétrer.
Question très politique, est-ce qu'il y aura une majorité ici au Sénat pour adopter votre projet de loi, soit vendredi, soit lundi prochain? Je ne sais pas. Moi, ce que je voulais, c'est avoir un débat extrêmement ouvert. Il y a des convergences, il y a des divergences. Ce qu'il faut, c'est que nous exprimions en sérénité et que chaque parti puisse montrer que c'est un intérêt d'ordre général. Après, on peut avoir des divergences sur tel ou tel dispositif. Et ça on les a s'exprime dans entendues un vote. nombreuses, on les a entendues Oui, nombreuses, ces mais divergences. de façon calme. Oui, de façon calme, mais en tout cas, elles existent et c'est Bien vrai sûr. que les groupes alliés du groupe socialiste ici au Sénat, pour l'instant, que ce soit les écologistes ou les communistes, voire même les radicaux de gauche, n'ont pas vraiment l'intention de voter pour ce texte. Je n'ai pas les mêmes informations que vous. Vous avez l'impression que ça évolue? Concernant notamment les radicaux de gauche, moi j'espère qu'on montrera une solidarité gouvernementale et que chacun fera les efforts nécessaires. Mais après, chacun est responsable de son vote. Je rappelle que ce projet de loi est centré sur la réussite étudiante. Il est soutenu par les mouvements étudiants. Pour moi, ce qui compte, c'est la légitimité du peuple, j'allais dire. Donc des étudiants, puisque l'université, elle est quand même faite pour servir les étudiants. Et puis, par ailleurs, la recherche, l'intérêt général de la recherche. Oui, on peut rappeler effectivement l'objectif du projet de loi, c'est 50% de diplômés dans une génération. Ça, c'est l'objectif qui vous tient à cœur. C'est l'objectif qui me tient à cœur. Et puis, davantage de jeunes issus de milieux modestes qui parviennent à faire des études, qui ont accès aux études supérieures, puisque ça s'est dégradé. On a baissé de 5 points dans la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Et on a baissé de 5 points aussi dans la réussite en licence. Elle est à 33%. Elle est à 60% pour des filières non sélectives en Allemagne. Vous voyez le fossé qu'il nous faut rattraper. Donc c'est ça l'urgence. Et l'urgence, c'est aussi d'instaurer des quotas, par exemple pour les bacs professionnels en BTS. Mais il faut faciliter toutes ces passerelles. Ça en fait partie. Si on veut les faire réussir et pas les faire échouer par défaut à l'université parce qu'ils n'ont pas été acceptés en STS, ou pour les bacs techno parce qu'ils n'ont pas été acceptés dans les IUT, eh bien il faut les orienter en priorité là où ils réussissent, c'est-à-dire au BTS. Ils réussissent à plus de 50%, les bacs pro dans les BTS. En revanche, ils réussissent à 3,5% en licence. Pour les bacs techno, ils réussissent à 9,5% seulement par rapport aux 33% en licence à l'université où ils vont par défaut parce qu'ils sont pas préparés à y aller. Ils réussissent à 68% dans les IUT. Donc vous voyez la différence. Moi, ce que je veux, ce que je souhaite, ce que mon gouvernement souhaite, ce que le président de la République souhaite, c'est que les jeunes réussissent. C'est notre avenir. Et la réduction de ces inégalités-là passe par l'imposition de quotas. Par des quotas, mais je ne dirais pas l'imposition parce qu'ils vont être négociés sur le terrain entre les recteurs au nom du ministère et puis les responsables d'établissement ou les présidents d'université. Et on tiendra compte et des domaines et de la spécificité des territoires. Donc vous voyez, on est bien dans un dialogue responsable. Très bien, merci beaucoup Geneviève Corrado d'être venue en direct sur notre plateau. Je vais vous laisser rejoindre l'hémicycle puisque la séance des questions d'actualité au gouvernement va démarrer dans quelques instants en direct sur notre antenne. Le projet de loi de Geneviève Corrado sur l'enseignement supérieur, eh bien vous pourrez suivre la suite de la discussion. Ce sera à partir de 16h30 sur notre antenne. Voilà, Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, s'installe au plateau. C'est ce qu'on appelle la présidence du Sénat. C'est pas le perchoir comme à l'Assemblée nationale, mais c'est le plateau. Et donc, séance des questions d'actualité au gouvernement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement qui va être interpellé sur les inondations dans le sud-ouest de la France ces derniers jours, mais également sur l'ouverture de la conférence sociale ce matin à Paris par François Hollande. Autre question, celle de Roland Ries, le sénateur maire de Strasbourg, qui va interroger la ministre de la Culture Aurélie Filippetti sur l'exception culturelle. Et puis Roland Ries viendra ensuite sur ce plateau pour en discuter avec nous. Gérard César, on l'a entendu tout à l'heure, sur le boycott par la Chine du vin français. Et puis Jean-Louis Carrère, le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, lui interviendra sur la situation au Mali, les troupes françaises qui sont toujours engagées au Mali. Et c'est Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, qui est présent cet après-midi au Sénat, qui viendra lui répondre. Parmi les autres thèmes qui seront abordés cet après-midi, eh bien, il y aura la rentrée scolaire. Comment va-t-elle se passer? Ce sera une question de la socialiste Françoise Cartron et c'est Vincent Payon, le ministre de l'Éducation, qui est présent cet après-midi et qui lui répondra directement. Une autre question plus sociale, celle-ci, eh bien, c'est celle de la communiste Marie-France Beaufils. Elle interpellera le gouvernement sur la fermeture de l'usine Michelin à Joué-les-Tours. Le ministre des Finances, Pierre Moscovici, n'est pas au Sénat cet après-midi. C'est Fleur Pellerin, la ministre déléguée au PME, qui lui répondra. Donc
Donc voilà, pour l'ensemble des questions abordées cet après-midi, vous voyez un contexte très général et Jean-Pierre Bel vient d'ouvrir à l'instant la séance. On suit ces questions d'actualité, on se retrouve après avec nos invités. À tout à l'heure. Les questions et les réponses. La parole est à Monsieur Gérard Roche pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, la deuxième conférence sociale s'est ouverte ce matin. Elle doit traiter des retraites, certes, mais aussi d'emploi et de formation. Par ailleurs, une réforme de la politique familiale est à l'étude, ainsi qu'une réforme de la formation professionnelle et aussi le problème de la dépendance. Donc, vous n'éludez pas les sujets et on peut s'en réjouir et même vous en féliciter. Mais vous semblez les aborder les uns après les autres, sans qu'à nos yeux la cohérence de votre action soit évidente. Pourtant, le financement de la protection sociale est un tout. Les charges sociales pèsent sur la compétitivité et l'emploi, alors même qu'une partie d'entre elles couvre des risques de solidarité nationale. C'est le cas des charges des branches santé et famille. La solution de bon sens est de fiscaliser ces branches en remplaçant les charges sociales, par exemple par la TVA sociale. Or, ce n'est pas du tout ce que vous avez choisi de faire, et ça, nous le regrettons. Les charges demeurent, et vous créez le CICE, un crédit sur l'impôt sur les sociétés. Par nature, c'est un système complexe à effet différé qui n'a donc rien à voir avec une baisse directe des charges. En fait, pour le compenser, vous comptez sur deux choses. La fiscalité locale qui augmentera suite à la baisse des dotations aux collectivités et pour le département suite au poids des prestations sociales. Et vous comptez aussi sur une augmentation de la TVA qui est prévue dès le 1er janvier prochain. Enfin, plus que d'engager une réforme systémique des retraites, c'est à une nouvelle réforme paramétrique que nous devons nous attendre. On parle d'augmenter la durée de cotisation, le taux, on parle de désindexation. Et rien sur les régimes spéciaux qui choquent d'ombre de nos concitoyens. En un mot, on a peur que la boîte à outils devienne un bric-à-brac. Et qu'en sera-t-il? Ah oui, quand même, hein. Et qu'en sera-t-il quand il faudra financer la dépendance? Dans ces conditions, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Quelle est votre vision d'ensemble du financement de la protection sociale? Merci. La parole est à Monsieur François Lamy, ministre chargé de la Ville. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, avant de répondre à votre question, je voudrais exprimer la solidarité du gouvernement à laquelle je sais s'associe la Haute Assemblée envers les victimes des inondations dans notre pays. Le Président de la République sera cet après-midi en Midi-Pyrénées pour réaffirmer cette solidarité active. Monsieur le Sénateur, vous m'avez interrogé sur un vaste panorama de la vie sociale de notre pays. Vous savez que le Premier ministre et une partie des membres du gouvernement sont actuellement présents à la conférence sociale. C'est un moment important de la vie démocratique de notre pays. Vous l'avez vous-même souligné, pendant 200 jours, 200 participants, membres d'organisations syndicales et patronales, mais aussi représentants des collectivités territoriales, vont débattre de l'ensemble des sujets que vous avez évoqués. Ce n'est pas, contrairement à ce que j'ai pu entendre, une grande messe de plus, mais bien l'illustration de la méthode du gouvernement, un véritable moment de dialogue et de négociation permettant de dégager des compromis sur les enjeux majeurs de la vie sociale de notre pays avec ces fameux corps intermédiaires qui ont été si souvent décriés ces dernières années. La dernière conférence sociale avait permis d'aboutir à des résultats, entre autres un accord majoritaire sur l'égalité homme-femme dans la fonction publique. Aujourd'hui, le gouvernement a voulu placer cette deuxième conférence sous le signe de la mobilisation pour l'emploi. La majorité des tables rondes y seront consacrées à la fois sur la réforme de la formation professionnelle, mais également sur l'amélioration des conditions de travail des salariés. La grande conférence sociale sera également, bien entendu, un temps de concertation sur notre modèle social, sur les services publics et, bien entendu, sur la préservation de notre protection sociale. Le rapport Moreau a été rendu la semaine dernière. Aujourd'hui, la concertation va être lancée. Une table ronde sera entièrement consacrée à la question de notre protection sociale et toutes les pistes de réflexion, tous les aspects du financement y seront abordés.
Ensuite, à l'issue de cette concertation, vous serez saisi de réformes législatives importantes permettant de préserver notre modèle social dans la justice, et j'insiste sur ce dernier mot. Ainsi, le dialogue social et la démocratie parlementaire se compléteront et j'espère, monsieur le sénateur, que vous serez, avec votre groupe, au rendez-vous. Merci. La parole à monsieur Roland Ries pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la ministre de la Culture, mes chers collègues, il y a quelques mois, ma collègue Catherine Tasca, ici présente, vous avez questionné sur la position du gouvernement quant à l'exclusion du secteur audiovisuel des domaines de discussion entre la Commission européenne et les États-Unis pour un futur accord de libre-échange transatlantique. Vous lui aviez répondu alors, avec force, que le gouvernement était déterminé à défendre l'exception culturelle. Et cet engagement n'avait rien d'une posture parce que la France a su parler d'une seule voix et d'une voix forte. Notre pays a finalement obtenu gain de cause. Nos voisins européens se sont en effet progressivement ralliés à notre position visant à exclure l'audiovisuel du champ des négociations et ainsi rappeler un principe intangible, l'exception culturelle européenne ne se négocie pas. La culture ne saurait être une marchandise comme les autres. Mais voilà pourtant que ressurgit de l'un des plus hauts responsables européens, le président de la Commission, la voix de la contestation de ce principe d'exception culturelle. M. Barroso a fait ressurgir la polémique en parlant de ce programme anti-mondialisation totalement réactionnaire. Madame la ministre, ces propos sont inacceptables. Inacceptables à un double titre. Tout d'abord parce que ce n'est pas seulement la position de la France qui est attaquée, mais également celle des autres États membres que nous avions convaincus et du Parlement européen lui-même, car les députés de Strasbourg, seuls représentants élus par le peuple européen, ont fait leur la défense de l'exception culturelle. Mais par ailleurs, M. Barroso outrepasse à l'évidence son mandat. Il faut rappeler que le président de la Commission est en charge de faire respecter les traités, y compris pour ce qui le concerne lui-même. Il ne comprend pas manifestement pourquoi nous défendons avec passion l'exception culturelle. Madame la ministre, il faut dès lors le lui rappeler et réaffirmer que la France et l'Europe ne s'opposent pas à ce que les cultures de tous les pays, en premier lieu la culture américaine, puissent souffler librement. Nous nous inquiétons simplement de cette tendance à la marchandisation généralisée, comme si toute production, y compris les productions de l'esprit, devait se soumettre aux lois du marché. On sait par exemple que dans le domaine du cinéma, la Commission souhaite réviser les règles de la territorialisation des dépenses, et notamment les règles relatives à l'origine des biens et des services. Cela remettrait en cause complètement les politiques publiques en matière d'aide au secteur cinématographique et audiovisuel. Madame la ministre, en conclusion, pouvez-vous nous assurer que le mandat de négociation sera bien respecté par la Commission? Quelles initiatives le gouvernement entend-il prendre pour s'en assurer? Je vous en remercie. Merci. La parole à madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Roland Ries. Vous l'avez dit, la France a obtenu une grande victoire avec un mandat très clair qui a été confié à la Commission européenne la semaine dernière. Ce mandat, il prévoit l'exception culturelle, c'est-à-dire de sortir de l'accord de libre-échange avec les États-Unis les produits culturels et audiovisuels. Ce mandat, quoi qu'en disent certains, et fût-ce le président de la Commission européenne lui-même, ce mandat, il est déterminant, il est définitif. La Commission ne pourra pas revenir sur ce mandat. Évidemment, elle peut demander de nouvelles directives aux États membres, mais ces États membres devront alors de nouveau se prononcer à l'unanimité et la France, comme elle l'a fait par la voix de Nicole Bricq vendredi dernier, s'opposera à toute remise en cause de l'exception culturelle. C'est une grande victoire. C'est une victoire non seulement pour la France, mais pour la diversité culturelle en Europe. Et nous n'étions pas seuls, Monsieur le Sénateur, vous l'avez dit, la voix du Parlement européen, son vote à une écrasante majorité en faveur de l'exception culturelle a été déterminant. De même que la position du Parlement français, qui a adopté notamment à l'Assemblée nationale la semaine dernière à l'unanimité
une résolution défendant l'exception culturelle. Nous avions aussi le soutien de nombreux artistes, de ministres de la culture d'une quinzaine de pays européens, d'artistes, de cinéastes, de professionnels de la musique de l'ensemble des pays européens. Donc nous avons mené et gagné une belle victoire en faveur de la diversité culturelle. Nous continuerons ce combat contre cette volonté de la Commission européenne de détricoter ce qui fonctionne. Et la communication cinéma est un exemple de ce qui nous inquiète. Aujourd'hui, les États comme les régions doivent pouvoir continuer à investir dans le cinéma et pour cela, il faut qu'on conserve des règles de territorialisation de ces aides qui soient évidemment compatibles avec le marché intérieur, mais qui ne remettent pas en cause la possibilité pour les États comme pour les collectivités locales de soutenir, d'investir dans le cinéma. C'est un enjeu majeur et c'est pourquoi, avec l'Allemagne, avec la Belgique, avec l'Autriche, j'ai demandé à la Commission de revenir sur la date butoir du 28 juin pour rendre son texte sur la communication cinéma. Merci. La parole est à présent à Marie-Christine Blandin pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre, la navette parlementaire du texte qui crée les écoles supérieures de professorat et de l'éducation, les SP, s'achève. Pour que les formations soient effectives dès la rentrée 2013, leur préparation a été utilement anticipée. Mais les remontées que nous avons au sujet des travaux visant à l'accréditation des SP nous laissent des craintes. 3 points appellent notre vigilance. Les contenus pédagogiques, les intervenants, les moyens. Sur les contenus, les maquettes des masters, métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation, présentées dans les différentes académies, nous interrogent sur la place effective de l'enseignement professionnel pratique. La double tutelle ministérielle ne saurait donner priorité à la seule approche disciplinaire aux dépens de nécessaires mises en situation suivies d'analyse. Pour les futurs professeurs, le changement doit être perceptible. Par ailleurs, la loi de refondation de l'école énonce des cadres de contenu à ce jour absents des maquettes, parmi lesquels l'élaboration des parcours artistiques et culturels, la pédagogie coopérative, l'utilisation du numérique comme outil de travail collectif, la résolution non violente des conflits. Sur les intervenants, j'attire votre attention sur l'absolue nécessité de laisser place aux formateurs qui gardent une activité d'enseignement en primaire ou en secondaire. Il semble pour l'instant écarté au profit des universitaires et des professeurs d'IUFM à temps plein. Il reste aussi à construire les interventions coordonnées des acteurs de l'éducation populaire, de l'éducation culturelle et artistique, volonté du Parlement. Enfin, sur les moyens, la création des SP au sein des universités nécessite que soit réaffirmé qu'elles disposent de leur propre budget et qu'elles ne servent pas de variable d'ajustement. Monsieur le ministre, quelle forme prendra votre demande aux universités pour qu'existe un volet réel de professionnalisation et comment comptez-vous être garant au sein de la co-tutelle des avancées que représentent les SP telles que nous les avons conçues dans la loi? Merci. Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Madame la Présidente Blandin, Mesdames et Messieurs les sénateurs, vos préoccupations sont justes parce que la remise en place d'une formation des enseignants, ce sera sans doute le vecteur le plus important pour permettre demain la réussite de nos élèves. Tous les pays qui ont su faire à la fois une formation progressive, l'entrée progressive dans le métier et la professionnalisation dont vous avez parlé, ont pu progressivement résorber la difficulté scolaire qui, dans notre pays, s'accroît encore. Il faut donc que nous soyons extrêmement vigilants aux 3 points que vous avez évoqués. Et je remercie, j'en profite profondément, le Sénat, les sénatrices, les sénateurs et tout particulièrement votre commission
pour le travail qui a été conduit. Nous serons en dernière lecture lundi, mais la Commission a déjà travaillé et a permis d'enrichir le texte. Sur vos 3 points de vigilance, avec ma collègue Geneviève Fioraso et le travail des 3 directions qui sont associées, nous avons veillé, je veux vous rassurer, à ce que d'abord les maquettes avec les exigences qui étaient les nôtres pour ces masters soient respectées. La remontée des dossiers que j'ai pu examiner en détail lundi, et nous les présenterons en commun avec ma collègue le 1er juillet à Lyon, ont permis de déterminer 3 groupes d'universités très minoritaires dans lesquels le travail, à ce stade, mérite d'être profondément revu, parce que les exigences qui étaient les nôtres sur les 2 points ne sont pas aujourd'hui au rendez-vous. Ce serait reproduire les mêmes erreurs que notre pays a déjà pu commettre dans le passé, et je le dis avec netteté. L'école supérieure du professorat et de l'éducation sera aussi une rupture avec les instituts universitaires de formation des maîtres. Enfin, nous aurons cette formation professionnalisante nécessaire au travail des enseignants. Deuxièmement, tous les professionnels doivent être associés. Les universitaires, bien sûr, pour les contenus, l'exigence disciplinaire, la didactique, mais aussi les praticiens de terrain qui doivent continuer à enseigner dans leur classe, mais être déchargés pour pouvoir s'associer au travail de l'école supérieure, et pas à plein temps, comme vous l'avez rappelé, et aussi ceux qui œuvrent dans un certain nombre d'associations, et en particulier les associations périéducatives, qui ont d'ailleurs permis de construire notre système d'enseignement. De ce point de vue, nous avons veillé à ce qu'il y ait des moyens, et j'ai encore donné ordre au recteur que parmi les milliers de postes que nous créons, plus de 6 000 à la rentrée, certains soient précisément affectés pour la décharge des professeurs. Et j'ai demandé aux inspections générales de se mobiliser pour que là où il y a des défauts de compétences, les inspecteurs pédagogiques régionaux, ils sont 1500, les inspecteurs de l'éducation nationale, les inspecteurs généraux puissent aller s'occuper des enfants en situation de handicap, du numérique ou d'autres formules. Je veux donc vous rassurer, mais tout cela se fera dans la plus grande transparence et vous serez informés au cours des semaines qui viennent de l'évolution de ces travaux. Merci. La parole est à Madame Marie-France Beaufils pour le groupe communiste républicain et citoyen. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adressait à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, mais je comprends bien que c'est Madame Fleur-Pellerin qui répondra. Les salariés de Michelin à Joué-les-Tours sont sous le choc suite à l'annonce de 730 suppressions d'emplois sur les 930 existants. Les salariés ont appris cette nouvelle par voie de presse un matin. La méthode est particulièrement violente. Les représentants des salariés n'ayant même pas été informés de ce qui se tramait en haut lieu. Dans le même temps, M. Sénard, PDG du groupe, a affirmé, je le cite, « Nous avons tenu informer les principaux membres du gouvernement et l'Élysée de notre projet. Par conséquent, il n'est pas apparu comme une surprise. » Les élus tourangeaux, quant à eux, ont été tenus à l'écart. La direction de cette multinationale a décidé à terme de rayer de la carte un site français, alors que mondialement son activité est en expansion. Son résultat opérationnel a grimpé de 25% l'année dernière à 2,4 milliards d'euros. Un salarié Michelin, après 34 ans de service, gagne 1 450 € par mois. La richesse accumulée par Michelin s'est faite essentiellement sur le dos de l'ensemble de ses travailleurs. Et on voudrait leur faire payer la note alors que les dividendes ont augmenté de 250% depuis 2008, c'est inacceptable. Combien de centaines de vies familiales modestes brisées pour la seule satisfaction d'une minorité d'actionnaires? Une telle décision devrait être déclarée illégale. Notre proposition de loi contre les licenciements boursiers avait cet objectif. Vous vous y êtes opposé alors que la totalité des sénateurs socialistes s'était prononcée favorablement à nos côtés en février dernier. Cette restructuration sur le plan international ressemble à une délocalisation déguisée. Ce sont 6 milliards investis dans les pays émergents pour les 3 prochaines années et seulement 800 millions déjà prévus pour la France sur 6 ans. Comment pourrez-vous peser pour que les choix de Michelin puissent favoriser l'industrialisation de notre pays et ne pas pénaliser le site et les salariés de Joué-les-Tours? Le plan social proposé au Michelin est en deçà de celui de 2009 et surtout de celui signé à Toul il y a quelques années. Les conséquences seront donc lourdes pour la Touraine, où 27 286 Tourangeaux sont en recherche d'emploi. Les citoyens attendent de votre gouvernement des réponses sur l'emploi,
la reconnaissance du rôle des salariés, la réindustrialisation de notre pays. Ils ne peuvent accepter que vous détruisiez leurs droits et leurs acquis par la loi qui transpose l'ANI. Quand allez-vous interdire les licenciements boursiers pour que de telles situations ne se reproduisent pas? Merci. Madame Fleur Pellerin, ministre chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Beaufils. Avant de répondre concrètement à votre question, je voudrais avec vous avoir un mot pour les salariés de Jouer les Tours qui sont attachés à Michelin et qui vivent très cruellement la décision du groupe. Perdre son emploi, c'est une épreuve pour ces salariés et pour leurs familles. C'est pourquoi le gouvernement suit avec la plus grande attention les annonces qui sont faites par le groupe. Il est important de préciser de quoi il s'agit précisément. D'abord, bien sûr, l'arrêt de l'atelier poids lourd de l'usine de Jouer les Tours, dont l'activité serait transférée à La Roche-sur-Yon. C'est bien entendu l'annonce la plus difficile du plan de Michelin, puisque cela entraînerait la suppression de 730 emplois sur ce site. Le gouvernement demande à Michelin qu'il n'y ait aucun départ contraint. L'entreprise a pris l'engagement de proposer un autre poste dans le groupe à chaque salarié concerné. Il faut également que ceux qui souhaiteraient rester dans la région se voient proposer une solution et surtout que le site poursuive sa vocation industrielle. Le gouvernement sera particulièrement vigilant au respect de ses engagements. Arnaud Montebourg et Michel Sapin seront extrêmement attentifs au sort des salariés dont l'emploi est supprimé. Toute personne qui perd son emploi à cause de Michelin devra retrouver un emploi grâce à Michelin. Mais les annonces de l'entreprise comportent aussi leur part de bonnes nouvelles, puisqu'elle souhaite en effet développer la compétitivité de ses outils de recherche et développement et de production en France. À cet effet, Michelin a prévu un investissement d'environ 800 millions d'euros en France, de 2013 à 2019, dans plusieurs sites industriels et dans son centre de recherche et développement. Le développement d'une usine de pneus poids lourds très compétitif à La Roche-sur-Yon, dont la capacité sera doublée et où 100 millions d'euros seront investis. Le maintien de l'activité de produits semi-finis à Jouer les Tours, activité dans laquelle seraient investis 22 millions d'euros. Et enfin, l'augmentation de la capacité de production de pneus génie civil et agricole, ainsi que de produits finis à Mont-Soleil-Mines, Le Puy et Troyes, avec au total près de 200 millions d'euros d'investissement sur ces sites et plus de 300 emplois créés. À tout cela s'ajoute la modernisation du Centre mondial de recherche et d'innovation à Clermont-Ferrand, où 220 millions d'euros seront également investis. Michelin fait donc le choix de moderniser son outil de production, d'investir, de créer des emplois en France, mais aussi d'engager des adaptations difficiles, très difficiles même, sur le plan humain. Sur ce dernier point, je le redis, Madame la sénatrice, le gouvernement sera extrêmement vigilant à ce que chaque salarié trouve une solution qui lui convienne et à ce que les emplois soient recréés en local. Il veillera à ce que dès vendredi, Michelin assume toutes ses responsabilités d'employeur dans le dialogue qui va s'engager avec les salariés. Merci. Merci. La parole à Yvan Collin pour le groupe du RDSE. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ma question s'adressait à Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Elle est en pleine actualité puisque le Président de la République est en Midi-Pyrénées aujourd'hui aux côtés des populations touchées par ces intempéries. En effet, depuis plusieurs mois, notre pays connaît un épisode météorologique exceptionnellement perturbé. Ces derniers jours, la situation est devenue très critique puisqu'au-delà des dégâts matériels très importants, nous devons déplorer 3 décès. Le bilan de ces intempéries s'annonce très lourd pour plusieurs secteurs de notre économie. Je pense notamment à l'agriculture, au tourisme, très affectés dans certaines de nos régions. En première ligne de ces inondations à répétition, l'agriculture, bien sûr, se retrouve gravement sinistrée. L'absence de soleil et les pluies incessantes avaient déjà fortement perturbé l'état d'avancement des semis. Aujourd'hui, des violents orages et la grêle ne font qu'ajouter des difficultés en détruisant des récoltes à peine parvenues à maturité. Sur l'ensemble du territoire, 300 000 hectares seraient ravagés par des intempéries et à ce stade, les organisations agricoles estiment les dégâts à plus de 500 millions d'euros. Dans le seul sud-ouest, les viticulteurs, les producteurs de maïs et les arboriculteurs s'inquiètent des conséquences financières. Certains sont assurés, d'autres pas. Les classements en calamité agricole sera inévitable pour beaucoup et les élus vont vous solliciter sans doute. Sachez qu'à mon niveau, je soutiendrai bien sûr les maires du Tarn-et-Garonne dans leur démarche, d'autant plus que les financements européens sont très conditionnés, vous le savez Madame la Ministre. En effet, pour les cultures, les aides sont ouvertes aux parcelles cultivées ou couvertes. Pour l'élevage de montagne, ces aides dépendent des taux
taux de chargement en prairie et là aussi les intempéries ont perturbé la montée dans les estives. La situation est donc dramatique et comme on le constate encore aujourd'hui, le ciel n'est pas près d'être clément. C'est pourquoi, Madame la Ministre, j'en appelle à votre volontarisme pour venir en aide au secteur agricole. Quelles sont les mesures que le gouvernement entend prendre pour faciliter l'indemnisation des professionnels et comment allez-vous garantir l'avenir des milliers d'exploitations actuellement en souffrance et surtout en grande difficulté? Je vous remercie. Très bien, merci. La parole à Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, je voudrais d'abord dire effectivement qu'au nom du gouvernement, comme l'a dit mon collègue le ministre Lamy, nous avons une pensée particulière pour les 3 personnes qui sont malheureusement décédées dans les inondations. Le gouvernement, vous l'avez rappelé, est très mobilisé suite aux intempéries de cette semaine. Le Président de la République et Manuel Valls seront cet après-midi à Saint-Béat, en Haute-Garonne. Delphine Batho était hier dans le Sud-Ouest et Stéphane Le Foll se rend également ce soir sur place. Les services de l'État apportent partout et à chaque instant leur soutien aux populations qui sont actuellement sinistrées. Sur le plan des secours, pour vous répondre d'abord, puisque nous devons faire face à l'urgence, tout a été mis en œuvre pour protéger les populations. Près de 700 sapeurs-pompiers et militaires de la sécurité civile travaillent aux côtés des gendarmes, policiers, agents et services de l'État et des collectivités pour venir en aide aux sinistrés. 3200 personnes ont été évacuées ou mises à l'abri au moment où je vous parle. 4 hélicoptères de la sécurité civile et ceux de la gendarmerie ont été mis à disposition des secours dans l'ensemble des Pyrénées. Dans les vallées, certains villages ont subi des dégâts extrêmement importants. Les reconnaissances se poursuivent afin d'identifier et de déterminer leur ampleur. Nous serons particulièrement attentifs à la situation de ces territoires isolés. Par ailleurs, le gouvernement est tenu régulièrement informé de la situation des communes de Côte d'Or, touchées cette nuit par des orages d'une rare intensité. Concernant l'indemnisation des sinistrés, le gouvernement sera très attentif et mobilisé et tous les instruments seront utilisés rapidement. Je tiens à vous indiquer que suite aux inondations de l'automne dernier, toutes les communes des Hautes-Pyrénées qui avaient demandé le classement en état de catastrophe naturelle l'ont d'ores et déjà obtenu. Sur le plan plus particulier des questions agricoles, Monsieur le sénateur Colin, il ressort des premiers constats que c'est la viticulture qui est la principale filière touchée, avec des dégâts considérables sur les vignobles, notamment celui du Fronton dans le sud de votre département. Les grandes cultures sont également touchées. Les pertes de récoltes en viticulture et en grande culture résultant de la grève, vous le savez, monsieur le sénateur, sont assurables et de ce fait ne relèvent donc pas du régime des calamités agricoles. En revanche, le régime des calamités agricoles sera mobilisable et est mobilisable en cas de perte de fonds imputable à la grêle et il est possible que cela puisse être le cas. Concernant les difficultés rencontrées pour les estives et les demandes de dérogation qui seront donc faites au règlement communautaire par les éleveurs, je peux d'ores et déjà vous dire au nom du gouvernement qu'elles seront accordées une fois le recensement des dégâts effectués. Les cas de circonstances exceptionnelles sont prévus dans le cadre européen. Le ministère de l'Agriculture, ses services ainsi que les services de l'État sont mobilisés pour consolider dans les meilleurs délais, en lien avec les professionnels, un bilan de l'ensemble des dégâts occasionnés. Stéphane Le Foll a par ailleurs demandé la mobilisation de mesures d'urgence supplémentaires qui ouvriront la possibilité d'un dégrèvement sur la taxe sur le foncier non bâti pour les parcelles touchées par la grêle et une prise en charge des cotisations sociales auprès de la mutuelle sociale agricole. L'ensemble des sujets sont donc pris déjà en compte par le gouvernement. Merci Madame la Ministre. La parole est à présent à Jean-Claude Carle pour le groupe UMP. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Les gens du voyage qui parcourent notre territoire en grand nombre causent pour certains d'entre eux assez régulièrement désordre et violence. Et je voudrais par 2 exemples montrer combien les élus sont impuissants et désarmés devant des attitudes ignorant nos lois, ignorant le droit des populations à vivre tranquillement. Je ne ressens aucun sentiment discriminatoire envers ces communautés qui ont un mode de vie différent et que je respecte. Nulle volonté pour moi donc de les stigmatiser, mais simplement la volonté de montrer la réalité. Dimanche 16 juin, alors qu'une manifestation sportive se déroulait sur le terrain communal de Frangy en Haute-Savoie, 70 caravanes de gens du voyage ont voulu s'y installer, délaissant une aire d'accueil située à proximité. L'adjoint au maire s'est interposé en déclinant sa qualité d'élu. Il a été violemment pris à partie, nez cassé, 15 jours d'arrêt de travail, profondément choqué d'avoir été violenté sous les yeux de 150 jeunes enfants et notamment de son fils de 10 ans. Les forces de l'ordre
sont intervenus et je tiens à saluer et à rendre hommage à l'action du préfet et des gendarmes. Et ils ont été donc dirigés vers une autre aire d'accueil. Mais personne n'a été inquiété, alors qu'hier, un jeune homme qui manifestait devant M6 dimanche lors de l'émission du président de la République a été condamné en comparution immédiate à 2 mois ferme, assorti d'un mandat de dépôt. Y aurait-il 2 poids, 2 mesures? Effectivement. Le jeudi 23 mai, à Montrévin, en Seine-et-Marne, épisode similaire. Son maire a d'ailleurs écrit à Monsieur le ministre de l'Intérieur, lui expliquant le déroulement de cette journée. 200 caravanes d'une communauté liée à la mission évangélique des Tziganes de France ont forcé le passage pour s'installer sur un espace vert intercommunal protégé. Le maire a lui aussi été l'objet de menaces et d'intimidations verbales et physiques. Il se souvient des dégradations occasionnées par de précédents passages qui ont coûté des centaines de milliers d'euros. Un coût exorbitant pour toutes les communes qui connaissent ce genre d'incident grave. Malgré la bonne volonté des élus, le phénomène prend de l'ampleur en raison du nombre de plus en plus important des gens du voyage, de leurs exigences et de leur comportement. Ils ont des droits, certes, ils ont aussi des devoirs. Mais comment pourrait-il le comprendre tant les messages envoyés aux délinquants par Madame la garde des Sceaux qui dit « nos prisons sont pleines mais vides de sens » sont déresponsabilisants. Alors Madame la ministre, comment envisagez-vous de leur faire respecter la loi de la République comme à tout citoyen afin de pacifier à l'approche de l'été une situation qui devient explosive? Merci Monsieur le Président. La parole à Anne-Marie Escoffier, ministre chargée de la décentralisation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Président Carl, la solidarité gouvernementale fait qu'à l'heure actuelle, le Président de la République, accompagné par le ministre de l'Intérieur, se trouve sur les sites mêmes en Haute-Pyrénées et dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées et en Haute-Garonne. Donc, le ministre de l'Intérieur m'a chargé de vous apporter la réponse à la question qui est la vôtre. Vous avez d'abord rappelé les circonstances dans lesquelles l'adjoint au maire de cette commune de Frangy a été agressé, s'est trouvé avec le nez fracturé et pour essayer d'éviter que des gens du voyage ne viennent s'installer de façon illicite sur un site qui effectivement n'était pas disposé à les accueillir, puisque aussi bien dans cette commune qui est de moins de 5000 habitants, il n'y a pas de site qui soit distingué pour accueillir. Je voudrais, avant de répondre spécifiquement à votre question, dire combien le ministre de l'Intérieur, mais le gouvernement tout entier, veut saluer l'engagement de l'ensemble des élus qui, tous les jours, ne comptent pas leurs efforts pour répondre à tous les problèmes qui se posent, pour apporter une médiation chaque fois que possible sur les différentes circonstances sur lesquelles ils sont interpellés et qui, dans tous les cas, cherchent à apporter les meilleures solutions. Alors, s'agissant du problème particulier que vous avez exposé sur la Haute-Savoie, je voudrais vous assurer, et je le fais en lien avec Madame Taubira, notre garde des Sceaux, que l'ensemble des mesures ont été prises pour que l'enquête soit immédiatement et radicalement engagée et que soit menée avec la plus grande rigueur pour préciser les circonstances exactes dans lesquelles s'est passée cette agression et dans lesquelles se sont passées ces circonstances. Parce que, bien entendu, il n'est en aucun cas acceptable qu'un élu de la République se trouve agressé dans les circonstances que vous avez rappelées, et c'est un point auquel nous tenons particulièrement. Alors, au-delà des désordres que vous avez rappelés, ceux de la Seine-et-Marne et puis d'autres que vous avez évoqués, je voudrais indiquer qu'il n'est en aucun cas, nous ne remettrons en cause le choix des gens du voyage qui ont choisi de vivre une vie non sédentaire. Mais de la même façon, il sera exigé qu'ils mettent en œuvre aussi bien leurs devoirs que leurs droits, et dans l'équilibre que l'on attend, bien entendu, du respect de la loi. Parmi ces dispositions, il y a... Vous avez fini ?
Non, parmi ces dispositions, il y a celles qui protègent le droit de propriété. Et donc, sur ce droit de propriété, il n'est pas acceptable que nous ne mettions pas en œuvre délibérément les mesures prises, notamment celles qui sont à tout moment arrêtées, définies avec le Conseil national de nos gens du voyage, et sur lesquelles nous travaillons ensemble. Merci Madame la Ministre. Merci. La parole est à Jean-Louis Carrère pour le groupe socialiste. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, ma question porte sur le Mali et s'adresse à Monsieur Laurent Fabius. Avant-hier a été signé un accord décisif, Monsieur le ministre, entre le gouvernement de Bamako et les représentants touaregs du Nord Mali. C'est une bonne nouvelle pour le peuple malien, c'est un succès pour la communauté internationale et c'est aussi un acquis de notre diplomatie. Je voulais le souligner, Monsieur le ministre. Alors que le Mali allait basculer dans les mains des terroristes, les forces armées françaises, que je salue très chaleureusement, et les forces africaines ont préservé l'intégrité de ce pays de 14 millions d'habitants au cœur du Sahel. Après l'opération militaire, nous enclenchons une dynamique de développement économique, messieurs les ministres. 3 milliards d'euros ont été annoncés à Bruxelles en mai pour redonner un avenir à une jeunesse désœuvrée, construire des routes, ouvrir des écoles, amener l'eau et l'électricité dans les villages, éradiquer les trafics. Et voilà qu'aujourd'hui nous faisons un pas vers la réconciliation nationale, ô combien difficile, messieurs les sénateurs Larcher et Chevènement, Monsieur le Président, nos échanges avec les députés maliens en particulier nous l'ont bien montré. Au-delà du seul vote à l'élection présidentielle fin juillet, c'est bien à une réconciliation durable que nous devons travailler. Ma question est la suivante. Comment nous assurer que l'accord de Ouagadougou prospérera en termes de décentralisation, de représentation et de développement de toutes les populations du Nord Mali? Vous le savez, Monsieur le Ministre, condition du redémarrage de la démocratie dans ce pays. Merci Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, chacun a en mémoire, c'était il y a 6 mois à peu près jour pour jour, le moment où le Mali allait tomber sous les mains des terroristes. Et à quelques heures près, le Président de la République a pris une décision qui était très audacieuse, nécessaire, et vous l'avez soutenue. Je veux vous en remercier. Nous sommes 6 mois plus tard, et comme l'a excellemment résumé le Président Carrère, la sécurité a été rétablie dans le pays. Les financements nécessaires pour le redéveloppement économique sont rassemblés. Et enfin, le 18 juin, a été signé à la fois par le gouvernement malien et par les rebelles touaregs, un accord qui, il y a quelques semaines, était inespéré. Je pense que c'est un succès. Lorsqu'il y a échec, il faut le dire, mais lorsqu'il y a un succès et que la France y est pour beaucoup, il faut le reconnaître. Alors, qu'y a-t-il dans cet accord intérimaire? Il y a en 25 articles 2 grandes parties. La première partie, c'est comment faire en sorte que les élections du 28 juillet se passent bien et dans le calme. Et la deuxième partie, c'est une fois que le président de la République aura été élu, le gouvernement aura été constitué, comment faire, selon votre souhait, Monsieur le Président Carrère, pour que ce qui n'a pas été fait dans le passé, c'est-à-dire la reconnaissance de la spécificité du Nord, soit assurée. L'accord est bon, il est excellent. Il y a 2 dispositions en particulier, l'article 16 et l'article 17, qui prévoient des mécanismes particuliers. D'une part, une commission mixte de sécurité pour vérifier le cessez-le-feu, et d'autre part, un comité de suivi et d'évaluation qui sera présidé par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, avec toute une série de parties prenantes, notamment la France, qui vérifiera que ce qui est contenu dans l'accord soit appliqué. Ça ne suffira pas. Il y faut de la bonne foi de part et d'autre. Il faut que l'élection permette de dégager un président ou une présidente, puis un gouvernement qui aille dans ce sens. Mais nous, les Français, nous y sommes évidemment et nous y serons extrêmement attentifs. Un dernier mot.
Peut-être n'avez-vous pas eu en main tous l'accord préliminaire qui a été signé. Mais je voudrais vous lire le dernier article, l'article 25, puisqu'il montre le chemin parcouru. Cet article, qui est très court, dit ceci. Le présent accord marque la volonté affirmée des parties de préserver l'intégrité du territoire, l'unité nationale, la forme laïque et républicaine de l'État et de maintenir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Je pense que lorsque sont apposées la signature à la fois du gouvernement malien et des rebelles du Nord, cela signifie qu'un grand succès a été obtenu et je veux à nouveau vous remercier parce qu'il est dû notamment à l'unanimité de la représentation nationale. Merci. La parole est à Gérard César pour le groupe UMP. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le ministre Guillaume Garot, chers collègues, alors que le Salon mondial Vinexpo se tient à Bordeaux cette semaine, où je vous ai rencontré, Monsieur le ministre, lundi, je suis élu de la Gironde, viticulteur et président du groupe d'études de la vigne et du vin du Sénat. Je suis inquiet, je dois dire très inquiet. En effet, à la suite de la décision de la Commission européenne de lutter contre le dumping chinois sur les exportations de panneaux solaires en Europe, en les surtaxant, la Chine envisage des mesures de rétorsion sévères sur les exportations européennes de vin en particulier. La France, premier fournisseur, avec 1 million d'euros de chiffre d'affaires et 140 millions de litres vendus en 2012, pourrait subir de plein fouet ce qui n'est pas encore une guerre commerciale, mais qui pourrait le devenir. Bordeaux est le principal vin importé en Chine, avec 20% de sa production. Qu'a fait la Commission européenne? Les panneaux solaires chinois se voient imposer des droits de douane à hauteur de 11,80% depuis le 6 juin 2013. Ils passeront à 47% le 6 août prochain si aucun accord n'est trouvé avec la Chine d'ici là. Le commissaire européen espère bien avoir une soixantaine de jours pour parvenir à une solution négociée. Je trouve que c'est bien long. Quelles sont les mesures envisagées par la Chine? Immédiatement, elle a annoncé l'ouverture d'une procédure d'enquête anti-dumping et anti-subvention sur les vins importés en provenance de l'Union européenne. Nous avons de la Bordelais la preuve formelle que certains importateurs chinois, et je vous l'ai rappelé, Monsieur le ministre, lundi, ont déjà pris des mesures coercitives qui se concrétisent par des non-expéditions de conteneurs de vin en Chine. Nous savons qu'il n'y a pas de dumping sur les vins européens. Des subventions à la production de vin, en France comme en Europe, oui. La France, l'Union européenne, respectent les règles de l'OMC. En revanche, les Chiliens sont en train d'abaisser leurs droits de douane pour prendre des parts de marché en parallèle. Nous prenons très au sérieux ce qui n'est peut-être qu'une stratégie face à une Europe qui n'avance pas sûre d'elle-même. Tout comme les Allemands, nous ne souhaitons pas une aggravation des différents contentieux. Un projet de réunion des 27 membres de l'Union européenne a été évoqué par le président de la République en vue de rapprocher les points de vue dans cette négociation avec la Chine. Qu'en est-il, Monsieur le ministre? J'ajoute, et j'en termine, que le désarroi actuel de la filière vitivinicole risque d'être aggravé par la fiscalité comportementale sur le vin qui serait plus monétaire que pédagogique. Le groupe Vignes et Vins du Sénat s'est opposé à l'unanimité à cette proposition d'un redressement de la fiscalité sur le vin qui pourrait déstabiliser gravement la filière. Merci. La parole est à présent à Monsieur Guillaume Garot, ministre chargé de l'agroalimentaire. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, vous l'avez dit, la Chine a ouvert une procédure anti-dumping et anti-subvention auprès de l'OMC, s'agissant des vins européens. Et nous l'avons dit avec Stéphane Le Foll, l'Union européenne communiquera toutes les informations nécessaires pour répondre aux questions posées par la Chine, comme le prévoit la procédure. Mais je veux le dire à mon tour, le secteur ne reçoit pas d'aide directe à l'exportation. Nos vins ne bénéficient pas d'aide ou de subventions, de mesures donc de dumping. Les seuls soutiens qui sont apportés portent sur l'amélioration du vignoble et sur la promotion
des indications géographiques. Et donc, ce type de mesure n'est pas de nature à distordre le commerce international. Quoi qu'il en soit, l'Europe ne doit jamais négliger sa force de marché et le poids qu'elle pèse lorsqu'elle parle d'une voix unie, d'une voix cohérente. C'est pourquoi, et vous l'avez rappelé, le président de la République a appelé à une convergence des positions entre les 27 États membres de l'Union. Alors, monsieur le sénateur, nous comprenons bien évidemment les inquiétudes de nos viticulteurs parce que la Chine est un pays où la présence française est forte, est importante. Mais je veux le dire aussi ici, ni l'Europe, ni la France, ni la Chine n'ont intérêt à une guerre commerciale. Nos différends aujourd'hui ne portent que sur 1%, je dis bien 1% de nos échanges. Et donc, nous devons, plus que jamais, privilégier la voie du dialogue, un dialogue que nous voulons approfondi, régulier et qui doit se traduire par une discussion en permanence ouverte. C'est ce que nous ferons demain dans le cadre de la commission conjointe Union européenne-Chine sur le commerce et l'industrie. Et vous le savez, en tout cas je vous le dis, ce dossier sera abordé. Retenez une chose, nous ne sommes pas dans une logique de surenchère, nous ne sommes pas dans une logique d'escalade, mais bien dans une logique de transparence. Et soyez sûrs que le gouvernement reste bien évidemment très mobilisé, très attentif, très vigilant, mais en même temps tout à fait serein sur l'issue de cette procédure. Je vous remercie. Merci. La parole à M. Philippe Paul pour le groupe UMP. Oui, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse également à Monsieur Guillaume Garot et relative à la situation de l'industrie agroalimentaire dans le Finistère. Monsieur le Ministre, depuis plusieurs mois maintenant, l'industrie agroalimentaire du Finistère traverse une crise brutale d'une ampleur sans précédent. En février dernier, l'abattoir GAD à Lampol-Guimillot était placé en redressement judiciaire. À ce jour, aucun repreneur ne s'est manifesté, aucun, faisant peser une menace de fermeture du site en août prochain et la disparition de près de 850 emplois. Début juin, la société marine Harvest Kristen, spécialisée dans la transformation de saumon, annonçait la fermeture l'an prochain de ses sites de Poulaouen dans le Finistère et de Château-Giron en Ille-et-Vilaine, soit la suppression de plus de 400 postes. Au total, en l'espace de quelques semaines, ce sont plus de 1000 emplois qui sont remis en cause sur le Finistère. Plus de 1000 emplois. C'est une véritable tragédie pour les familles, pour l'activité des communes concernées. Et je pourrais également évoquer le groupe Doux, toujours en redressement judiciaire, qui depuis un an a perdu près de 1000 emplois lui aussi. Monsieur le ministre, vous connaissez bien l'agriculture et l'agroalimentaire bretonne et finistérienne. Vous connaissez leur poids dans l'économie régionale. Elles en sont les moteurs. Élus, salariés et acteurs économiques locaux ont clairement exprimé leur détermination et leur volonté de se battre et de rechercher des solutions pour sauver ces différents outils de production et de transformation. Pour ne reprendre que l'exemple de l'abattoir GAD, n'est-il pas incompréhensible et paradoxal d'envisager la fermeture d'un outil performant implanté dans un des bassins de production porcine les plus concentrés et les plus dynamiques d'Europe, qui, de plus, réunit tous les agréments nécessaires à l'export? N'est-il pas incompréhensible et paradoxal d'envisager la fermeture d'un outil qui permet de produire et de transformer au plus près d'une zone de production et de garantir ainsi une traçabilité parfaite? Devons-nous nous résoudre à voir des dizaines de milliers de porcs produits en Bretagne être abattus en Allemagne? Phénomène qui touche bien d'autres régions françaises d'ailleurs. Monsieur le ministre, qu'entendez-vous faire pour éviter que l'agroalimentaire bretonne et finistérienne ne continue à sombrer? Quelles initiatives fortes le gouvernement entend-il prendre pour accompagner ces territoires inquiets et à juste titre pour leur avenir? Je vous remercie. Merci. Monsieur Guillaume Garot, ministre chargé de l'agroalimentaire. Monsieur le sénateur Paul, vous l'avez rappelé, certains pans de l'industrie agroalimentaire traversent aujourd'hui une crise très lourde. Et la Bretagne, en particulier Finistère, n'est pas épargnée. Vous avez évoqué la situation de plusieurs sites, GAD, Doux,
Marine Harvest. Et je veux vous le dire, pour chacun de ces sites, nous sommes au combat. Nous sommes au combat pour trouver des solutions et pour préserver un maximum d'emplois. Nous avons rencontré les salariés de Gade, nous avons rencontré les salariés de Doubs et nous rencontrerons dans les prochains jours, en lien avec Stéphane Le Foll et avec Michel Sapin, les salariés de Marine Harvest. Mais sans attendre, nous avons pris dès le mois d'avril, je dis bien dès le mois d'avril, avec Stéphane Le Foll, des orientations fortes à la fois pour répondre à l'urgence et pour tracer de vraies perspectives d'avenir. Et nous avons bâti en particulier, avec les professionnels, un plan pour relancer l'élevage, pour relancer la filière porcine et la filière volaille, en faisant de la performance écologique un levier, un vrai levier de la performance économique. Nous nous sommes engagés à assouplir les démarches administratives pour les installations classées en particulier. Hier, nous avons signé avec tous les acteurs de la filière alimentaire un contrat, le contrat de la filière alimentaire. Et ce contrat devra être mis en œuvre très vite pour la Bretagne afin de stimuler l'emploi et de moderniser l'ensemble de nos secteurs. Enfin, vous le savez, nous avons travaillé avec tous les élus bretons sur l'actualité et l'avenir de notre filière agroalimentaire. Nous avons organisé plusieurs temps de travail pour mobiliser tous les acteurs concernés et vous y avez d'ailleurs participé. Alors, monsieur le sénateur, j'entends bien aujourd'hui votre question. Nous sommes pleinement conscients de la situation tout à fait spécifique de la Bretagne. Sachez que nous travaillons d'arrache-pied pour consolider et même pour développer le potentiel agroalimentaire de la Bretagne parce que la filière alimentaire doit rester une force pour toute la région Bretagne. Merci. La parole est à présent Madame Françoise Cartron pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, dans les tout prochains jours, la refondation de l'école s'incarnera dans une loi d'orientation et de programmation ambitieuse, issue d'un long travail de concertation dont l'ampleur et la qualité sont à saluer, fruit d'un travail parlementaire rigoureux et respecté. Ce texte constituera sans conteste cette feuille de route indispensable pour les années à venir. Cet après-midi, des centaines de milliers de jeunes affrontent les épreuves du baccalauréat, souhaitons-leur pleine réussite. Mais n'oublions pas qu'une partie de cette génération a déjà quitté l'école sans qualification et sans diplôme. N'oublions pas que les enfants des classes populaires sont les plus nombreux parmi les jeunes en échec scolaire, porte ouverte, hélas, vers l'exclusion sociale. Nous le savons, notre école ne parvient plus à corriger ses déficiences. C'est pourquoi, face à cette crise éducative, malheureusement aggravée par les politiques menées ces dernières années, des mesures d'urgence ont été prises dès la rentrée 2012, mais aussi des réformes de fond ont été engagées depuis un an, mesures difficiles parfois, mais toujours courageuses, notamment autour de l'aménagement des temps de l'enfant. C'est pourquoi la loi portant refondation de l'école de la République acte la programmation de 60 000 postes dans l'éducation nationale, un effort considérable en cette période de grande difficulté. Mais au-delà de ce qui est inscrit dans la loi, les parents d'élèves, les enseignants, les jeunes ont besoin de comprendre les critères d'affectation des moyens déployés sur l'ensemble de notre territoire dès la prochaine rentrée scolaire. Quelles seront les traductions concrètes des priorités du gouvernement? De plus, afin de porter cette nouvelle ambition pour l'école, face à ces nouvelles tâches, à ces nouvelles pratiques, les directeurs d'école appellent à être soutenus et accompagnés. Quelles réponses pouvons-nous leur apporter? Enfin, concernant le principe d'une école inclusive, nous l'avons voulu dans la loi, Monsieur le ministre. Là encore, quelles perspectives concernant l'accompagnement éducatif pour les enfants porteurs de handicap à court et moyen terme?
Merci. Pour vous répondre, Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, l'année dernière, c'était la rentrée du changement. Il faut que cette année, ce soit la première rentrée de la refondation. Que veut dire la rentrée du changement? J'ai entendu certains s'interroger. L'année dernière était prévue 14 000 suppressions de postes. Et il y en a eu 13 000 parce que nous avons fait un plan d'urgence de 1 000 postes. Et beaucoup d'entre vous sont d'ailleurs venus me solliciter pour en avoir dans leur région et ont été heureux de constater qu'en particulier des classes rurales, 350, n'ont pas fermé grâce à ce plan d'urgence. En 2005, la loi Fillon a prévu une école inclusive. Entre 2010 et 2012, le nombre d'aides pour les enfants en situation de handicap est tombé de 20 000 à 5 000. Le Président de la République et le Premier ministre me permettent de vous annoncer aujourd'hui qu'après l'annonce des 10 000 postes pour aider les directeurs d'école, 8 000 postes seront consacrés à nouveau à la rentrée pour accompagner les enfants en situation de handicap. Il y a les discours et il y a les actes. Cette année sera l'année de la refondation parce que 20 000 stagiaires, 20 000 élèves professeurs auront à nouveau l'année de stage et pourront bénéficier des écoles supérieures du professorat et de l'éducation dont nous avons parlé. Parce qu'à cette rentrée, 6 700 postes seront créés. Et ces postes seront créés à parité exacte entre le primaire et le secondaire. Ils seront affectés pour une partie d'eux-mêmes, je prends le primaire, à l'augmentation du nombre d'élèves, 35 000 dans le primaire. Sur les 3 000, ce sera 1 000. Et tous les autres postes seront affectés en priorité dans les endroits où il y a le plus de besoins, car le mal le plus terrifique de notre école, et que vous avez évoqué, c'est qu'elle accroît les inégalités sociales. Nous voulons non seulement la massification, mais nous voulons la réussite de tous. Et c'est pourquoi 2 000 postes iront spécifiquement vers les zones urbaines sensibles et les zones rurales en difficulté. Elles viseront des pratiques pédagogiques dont nous savons qu'elles doivent assurer demain la réussite des élèves, qui est notre unique obsession, l'accueil des moins de 3 ans, le plus de maîtres que de classes, l'encadrement aussi des élèves pour accompagner l'individualisation. C'est la mobilisation de toute la nation dont nous avons besoin. Je remercie une fois encore le Sénat et son texte a été adopté tel qu'il était sorti de vos débats à l'Assemblée nationale. Je remercie encore une fois le Sénat de nous avoir aidés dans cette entreprise. Je le redis, si l'école de la République est capable de se ressaisir, et la charte de la laïcité sera aussi mise dans tous les établissements à la rentrée, de la même façon que notre devise sera sur le fronton, comme le drapeau de la République et le drapeau européen de tous nos établissements. Si nous sommes capables de refonder l'école de la République, nous serons capables de redresser le pays. Merci. Mes chers collègues, nous en avons fini avec les questions d'actualité au gouvernement. Je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 16h15. Voilà donc pour cette séance des questions d'actualité cet après-midi au Sénat. On se retrouve tout de suite avec nos invités pour refaire cette séance. À tout de suite. Voilà, après les questions d'actualité au gouvernement cet après-midi au Sénat, eh bien nous refaisons maintenant la séance avec différents invités pour traiter avec eux de ces questions d'actualité. Tout d'abord, Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, sénateur de Paris. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. En face de vous, Gérard Larcher, sénateur UMP des Yvelines. Bonjour et merci à vous aussi d'être là. On va parler de la conférence sociale ouverte ce matin à Paris par le président de la République. Gérard Larcher, tout d'abord, vous qui avez été ministre du Travail, sur la forme, est-ce que vous approuvez la méthode? Finalement, jamais les partenaires sociaux n'ont autant été associés. C'est pas tout à fait exact. En fait, c'est l'application de la loi de janvier 2007, un texte que je connais bien parce que je l'avais défendu. C'est ce texte qui prévoit l'agenda social. Et je crois que tout ce qui relève du dialogue social est positif. Donc sur la méthode, je ne peux que partager, car c'est vraiment la démarche qui me semble, j'allais dire, la bonne démarche. Mais après, c'est le contenu et le résultat. Alors, on va détailler. Mais c'est vrai que il y a quand même des questions qui se posent, Pierre Laurent, autour du tempo. Est-ce que cette méthode n'est pas un peu trop longue? Il y a d'abord un rapport, après il y a la période de la concertation, puis finalement les décisions qui sont prises par le gouvernement. Est-ce que finalement, face à l'urgence de la crise, il ne faudrait pas aller un peu plus vite?
il faudrait aller plus vite sur un certain nombre de questions, mais en l'occurrence, c'est pas la méthode de la conférence sociale. Enfin, c'est pas le fait qu'elle soit trop longue qui soit en cause. Au contraire, on a été très vite sur des réformes très importantes et malheureusement, de mon point de vue, très mauvaises, comme l'accord national interprofessionnel qui a été signé dans la foulée de la précédente conférence sociale. Et là, on s'apprête à préparer une réforme sur les retraites. On nous dit que la consultation va durer uniquement cet été pour aller vers un projet de loi en septembre. C'est évidemment pas une bonne période pour mener une concertation sociale vraiment ouverte. Donc on est plutôt dans un timing à géométrie variable. On va lentement, trop lentement sur des sujets où il faudrait aller vite et on va trop vite. Vous pensez à quoi, par exemple? Par exemple, il faudrait, en matière d'emploi, prendre des mesures importantes pour juguler les procédures de licenciement, les licenciements boursiers, alors qu'on les facilite au contraire, notamment avec l'ANI. Et au contraire, on va très vite vers des mesures qui sont très inquiétantes pour le monde salarié. Donc on est dans les deux cas à côté de ce qu'attend le monde du travail. Gérard Larcher.